Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale en direct de nos studios à Tanger. C'était donc aujourd'hui le coup d'envoi de la première session de la 5e année législative relevant de la 10e législature. Sa Majesté le roi Mohamed VI a prononcé un discours à cette occasion, comme le stipule la Constitution, soit au deuxième vendredi du mois d'octobre. Et le souverain a donné le ton et en chiffres. Une rentrée parlementaire pas comme les autres, car dans un contexte de crise sanitaire et par ricochet de crise socio-économique. Dernière année électorale avec des priorités salutaires. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné donc le ton, car il n'y a pas de temps à perdre. Des messages forts destinés à l'exécutif et aux parlementaires. Il faudra agir et vite dans l'intérêt du citoyen et de la patrie. Relance économique, justice sociale et bonne gouvernance. Voici l'ordre des directives royales. Une attention particulière a aussi été portée au monde rural et à son moteur, l'agriculture. Et enfin, un appel sans équivoque à unifier les efforts pour assurer la dignité à chaque citoyen marocain. Nous accueillons pour commenter cette rentrée parlementaire depuis Rabat, Naïm Kamel, directeur de publication du Quid.ma, et depuis Harhoura, Driss Aissaoui, analyste économique et politique, et depuis Casablanca, professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Tout d'abord, ma première question est destinée à Driss Aissaoui. Ce discours du souverain s'inscrit donc dans la continuité de ceux prononcés à l'occasion de la fête du trône, de la révolution du roi et du peuple et lors de l'ouverture de l'année parlementaire dernière. Dans quelle mesure, Driss Aissaoui ? Vous savez, depuis tous ces événements dont vous avez parlé, que ce soit le discours du trône ou celui de la révolution du roi et du peuple, tous ce sont des moments forts que le souverain, que le roi Mohamed VI choisit pour justement s'adresser de manière très pertinente à la classe politique, de manière générale, au Parlement. Alors cette année-là, c'est effectivement un suivi. Nous avons eu droit à plusieurs discours, que ce soit celui du trône ou de la révolution du roi et du peuple, qui ont mis l'accent sur l'importance, sur la profondeur de la crise que le Maroc était en train de traverser. Et l'appel lancé par le roi Mohamed VI a été un appel des plus pressants pour que la société politique marocaine se saisisse et prenne ses responsabilités pour justement aller au-devant de toutes les difficultés qui se posent et essayer de trouver les solutions à même de dépasser ces difficultés et permettre à l'économie marocaine justement de travailler et de fonctionner au-delà des contraintes qui lui sont imposées de manière conjoncturelle par telle ou telle circonstance économique. Donc, on est dans la logique de cette logique. Autre chose qui s'inscrit dans cette logique, c'est que c'est un discours qui correspond absolument à l'esprit du roi Mohamed VI, dans la mesure où il est court, il est précis et il est direct. C'est-à-dire que à chaque fois, le discours du roi est un programme de travail qu'il met entre les mains du gouvernement et des partis politiques pour qu'ils puissent les exécuter et en discuter. Très bien, donc programme de travail, mais aujourd'hui la priorité est à la relance. Professeur Abdelatif Komat, le souverain donc, a évoqué ce chiffre concernant le soutien qui a été apporté à plus de 20 000 entreprises marocaines, des prêts garantis par l'État à hauteur de quelques 26 milliards 100 millions de dirhams. Après le soutien, bien sûr, la relance. Expliquez-nous, professeur Komat, le rôle ou les rôles de l'État-providence dans ce processus. Effectivement, l'État a joué un rôle de premier plan. Tout d'abord, bien sûr, on a été traversé par une période difficile, du mois de mars jusqu'au mois de juin-juillet,
il fallait stabiliser l'économie, éviter des pertes massives d'emplois, des arrêts d'activité. Et on se souvient de la mobilisation du fonds Covid qui était à l'initiative de l'État. Donc l'État a joué un rôle essentiel pour justement collecter ces fonds qui avaient en fait un rôle essentiellement de dynamiser la demande, d'une part parce qu'il a généré des revenus qui ont permis à l'activité économique d'avoir un marché, mais également il a soutenu l'entreprise parce qu'il a pris en charge une partie des rémunérations des salariés pour lesquels l'entreprise n'avait pas les moyens, bien sûr, de les assurer. Donc l'État a joué un rôle fondamental. Il a également joué un rôle fondamental à travers ses institutions. Et là, je fais bien sûr allusion notamment à Banque El Maghreb. On se souvient un peu de ce qui a été en fait généré comme effort de la part de Banque El Maghreb pour justement réduire ses taux directeurs, pour mettre de l'argent à la disposition des banques commerciales à des conditions, à des taux d'intérêt réduits. Également, l'État a mobilisé la Caisse centrale de garantie. Aujourd'hui, en fait, on connaît les chiffres mobilisés par justement cette caisse pour justement présenter des garanties qui ont permis aux entreprises de mobiliser ces fonds auprès des bailleurs de fonds et auprès des banques commerciales. D'ailleurs, le montant qui a été évoqué par Sa Majesté de 26 milliards de dirhams émane justement de cet effort qui a été fait pour que l'État se porte garant pour permettre aux entreprises, notamment les PME en difficulté, de profiter de soutien ou plutôt de moyens financiers à des conditions très favorables en termes de garantie, mais également en termes de coûts, c'est-à-dire en termes de taux d'intérêt réduits. Très bien. Alors, messieurs, et bien sûr nos chers téléspectateurs, je vous laisse avec cet extrait du discours du souverain en ce qui concerne cette relance et notamment ce fonds Mohamed VI, baptisé Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et nous reviendrons bien sûr à notre discussion. ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه اسم صندوق محمد السادس للاستثمار وإننا نتطلع. Le plan de relance économique repose sur le fonds d'investissement stratégique dont nous avons préconisé la création et auquel nous avons décidé de donner le nom de Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Nous souhaitons vivement que ce fonds joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement des capacités de l'économie nationale. Il interviendra pour doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour financer et accompagner les grands projets envisagés dans le cadre de partenariats publics-privés. Afin que ce fonds puisse s'acquitter pleinement de sa mission, nous avons donné nos orientations pour qu'il soit doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates, de manière à ce que, in fine, il s'impose comme un modèle de bonne gouvernance, d'efficience et de transparence. Nous avons également donné nos directives pour que ce fonds soit doté de 15 milliards de dirhams provenant du budget de l'État. L'allocation de ces crédits incitera les partenaires marocains et internationaux à accompagner les interventions du fonds et à contribuer aux projets d'investissement à venir. Ainsi, l'appui apporté au plan de relance permettra d'en amplifier l'impact économique, social et environnemental, selon les domaines jugés prioritaires à chaque étape et en fonction des besoins de chaque secteur. Le fonds s'appuiera dans ses interventions sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés. Parmi ces domaines, citons la restructuration industrielle, l'innovation et les activités à fort potentiel, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme. À cet égard, nous tenons à souligner l'importance qui doit être accordée à l'agriculture et au développement rural dans la dynamique de relance économique. Dans le contexte actuel, il convient de soutenir la résilience de ce secteur clé et d'accélérer la mise en œuvre de tous les projets agricoles. Outre la dynamisation de l'investissement et de l'emploi, ce dispositif adossé à la nouvelle stratégie agricole contribuera à la valorisation de la production agricole nationale et facilitera le processus d'insertion professionnelle en milieu rural. L'un des leviers essentiels de cette stratégie est l'opération de mobilisation d'1 million d'hectares de terres agricoles collectives au profit des investisseurs et des ayants droit. Le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé
à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme. Cet effort d'investissement permettra de générer une valeur ajoutée représentant annuellement l'équivalent de 2 points supplémentaires de PIB environ. Il favorisera également d'importantes créations d'emplois au cours des prochaines années. Pour cela, il convient de renforcer la coordination et la collaboration entre les secteurs concernés et de mettre en place un environnement incitatif à destination des jeunes du monde rural par la création d'entreprises et l'appui à la formation, notamment dans les métiers et les services liés à l'agriculture. Je m'adresse à présent à Naïm Kamal avant d'évoquer ce secteur principal important qu'est l'agriculture. Parlons justement de ce rôle de l'État-providence pour la relance. Nous avons évoqué bien sûr le rôle de l'État pour soutenir et aider à survivre beaucoup d'acteurs économiques, notamment les entreprises. Quid de ce fonds donc stratégique qui sera doté de la personnalité morale telle que le souverain l'a expliqué dans son discours et des structures bien managériales adéquates. Selon vous, quels sont les fonds sectoriels spécialisés qui lui seraient rattachés en connaissant les plans sectoriels déjà existants? Écoutez, d'abord, j'aimerais préciser une chose, c'est que ce fonds spécial a été doté par un budget pris sur le budget de l'État qui est de la valeur de 15 milliards de dirhams. Il y a une première lecture qui est possible que ça peut être une déficience. Peut-être, mais c'est une lecture excessive à l'égard du gouvernement et doter le budget de 15 milliards de dirhams, c'est le libérer des pesanteurs bureaucratiques. Bien sûr, il y a eu les plans sectoriels, ils ont été déterminés par le roi, je vais les citer dans l'ordre auquel il les a cités lui-même. Il y a la restructuration industrielle, l'innovation et les activités à fort potentiel, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme. Il y a évidemment les secteurs à fort potentiel. Il y a l'énergie solaire, l'économie digitale, la recherche scientifique, les chaînes de transformation et pourquoi pas les mines, les engrais qui sont spécifiques à des sols précis et donc des secteurs à valeur ajoutée. Oui, alors vous avez cité tout cela. Moi, je faisais plutôt référence aux plans sectoriels qui ont été mis en place pour justement booster cette productivité, pour donner plus de valeur ajoutée à plusieurs secteurs. Vous avez cité l'industrie, je vous cite aussi l'agriculture, par exemple, mais aussi ce volet de transformation digitale. Et j'aimerais aussi que vous nous précisiez cette précision que vous avez apportée par rapport au budget de l'État. Pourquoi, selon vous, ces 15 milliards de dirhams répondrait peut-être à cette lenteur comme vous l'avez évoqué? Non, c'est-à-dire que on peut l'interpréter comme une défiance. C'est juste une possibilité pour libérer. On sait que, on va peut-être en parler tout à l'heure, qu'il y a des lenteurs bureaucratiques, il y a la réforme des institutions étatiques, il y a la réforme des entreprises publiques, et on sait que ça ne suit pas toujours. Or, il s'agit aujourd'hui d'avoir des partenaires nationaux et des partenaires internationaux, et il faut leur donner confiance et doter ce budget d'un montant aussi important, 15 milliards de dirhams, c'est lui fournir les moyens de base d'agir selon les secteurs qui ont été déterminés, qu'ils soient à valeur ajoutée ou qu'ils soient d'autres, qui concernent le tourisme ou qui se rapportent à l'agriculture ou à l'industrie. Il s'agit de donner confiance à ces partenaires pour qu'ils puissent s'y impliquer, qu'ils soient des partenaires, le souverain l'a dit, nationaux ou des partenaires internationaux. Et c'est, tout à l'heure, ça a été dit, internationaux, et ça a été dit tout à l'heure que le discours du roi a été concis, précis. Moi, j'ajouterais qu'il a été également chiffré. C'est dans ce sens qu'on va trouver tout au long du discours. D'abord,
pour le fonds d'investissement Mohamed VI, c'est un fonds stratégique qui a été défini comme tel, comme stratégique. On l'a doté d'un fonds on va dire, d'un fonds de roulement de base, de déclenchement des opérations dans tous les secteurs possibles. Mais en même temps, on va lui adjoindre des fonds sectoriels, c'est-à-dire dans ce sens où on va peut-être penser globalement, mais également on va penser secteur par secteur, tourisme, l'agriculture. Alors justement, parce que les besoins sont spécifiques à chaque secteur. Très bien. Oui. Pensons justement secteur. Le souverain, n'est-ce pas, a appelé à accélérer la mise en œuvre de tous les projets agricoles. Je m'adresse au professeur Komat à présent. Quels sont ces projets qui restent en attente, en sachant que notre agriculture reste toujours tributaire de la pluie et que le plan Génération Green a été lancé par le souverain, rappelons-le, en février dernier? En fait, pour revenir rapidement un peu sur la question par rapport au fonds d'investissement stratégique et par rapport au secteur stratégique et notamment le rôle de l'État, indiquer que le montage financier de ce plan d'investissement a 3 grandes orientations. Bon, tout d'abord, en évoquant les 15 milliards de dirhams, ça veut dire que l'État va continuer à jouer son rôle d'investisseur, parce que l'État a toujours été un investisseur. Mais sur quoi Sa Majesté a insisté lors du dernier discours de la fête du trône et encore aujourd'hui, c'est que la forme de l'investissement public devrait changer. Il va y avoir une agence d'optimisation des participations de l'État. C'est-à-dire que l'État va continuer à investir, mais il y a 2 dimensions fondamentales. Il y a la dimension stratégique, parce que l'État considère un certain nombre de secteurs stratégiques qu'il doit continuer à y contribuer, notamment en fait les secteurs qui ont été évoqués par Sénaïm, tout ce qui est transformation numérique, tout ce qui est développement durable. Donc ce sont des secteurs sur lesquels l'État va continuer. Donc en termes d'orientation, mais également en termes d'évaluation et de rendement. En fait, on le sait, le Maroc est un des pays qui consacre beaucoup de moyens en matière d'investissement public, mais malheureusement, il y a un déficit en termes de rendement de cet investissement public. Et en fait, l'agence aujourd'hui qui est appelée par Sa Majesté doit veiller justement sur l'efficience, l'efficacité de cet investissement public. Alors concernant en fait le secteur agricole, il faut le dire, en fait, on est aujourd'hui à la veille du lancement du plan Génération Green qui en fait s'étale sur la période 2020-2030, après avoir fait le bilan du plan Maroc vert de 2009 à 2019, mais qui a consacré quand même une évolution notable du secteur en matière de PIB agricole qui a doublé, en matière d'export qui a été multiplié par 2,4, et le Maroc a été considéré parmi les pays, les top 10 au niveau mondial qui ont eu le taux de croissance agricole le plus élevé durant les dernières années. Donc sur ce plan-là, il y a eu une avancée notable. Maintenant, nous sommes à la veille d'un nouveau projet dans lequel il y a d'autres priorités et qui sont axées essentiellement sur la dimension humaine et sur la dimension compétence. Le plan 2020-2030, en fait, il axe son attention tout d'abord sur la classe moyenne agricole, et là Sa Majesté a beaucoup insisté sur la génération d'une classe moyenne, mais qui ne serait efficace et efficiente que s'il ne touche et d'une manière très notable le secteur agricole et le milieu rural. Et le deuxième volet fondamental sur lequel on doit axer pour l'avenir, c'est la création d'une classe d'entrepreneurs au milieu rural. Et là également, en fait, il ne s'agit plus, en fait, dorénavant, de lier le rural qu'à l'agriculture. Il s'agit de situer le rural dans un développement plus global qui intégrerait des entreprises, des porteurs de projets qui toucheraient les différents secteurs d'activité, qui toucheraient le tourisme, qui toucheraient le développement durable, l'industrie légère, etc. Et donc, c'est ce qui reste. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui reste? C'est une nouvelle orientation parce que nous avons un potentiel énorme en matière de participation du secteur agricole au PIB. Et pour cela, on a besoin de plus de compétences, plus d'optimisation, d'utilisation des ressources. Et ce sont les mots d'ordre pour les 10 prochaines années dans le domaine agricole. Et c'est pour cela que Sa Majesté insiste d'une manière particulière au niveau de son discours sur le secteur agricole, parce qu'il y a un potentiel énorme pour l'avenir pour ce secteur.
Je rappellerai également dans ce sens et dans la foulée de votre argumentaire que la Banque mondiale appuiera le Maroc dans sa nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-2030 avec un prêt de plus de 200 millions de dollars. Parlons à présent de terres. La mobilisation d'1 million d'hectares des terres agricoles appartenant aux communautés sous l'Aliyat au profit des investisseurs et les 38 milliards de dirhams d'investissement ciblés tels que cités par le souverain. Ce chantier a été annoncé, rappelons-le encore une fois, le 18 octobre 2018. 2 ans après Drissa Essaoui, disposons-nous d'un bilan de ce chantier royal? Vous savez, vous avez raison de rappeler que c'est à la suite d'un discours royal au Parlement le 12 octobre 2018 où le roi avait dit que la mobilisation d'1 million d'hectares à peu près ou un peu plus d'1 million d'hectares de terres collectives était un levier essentiel au développement de l'agriculture et du monde rural de manière générale. Alors de quoi s'agit-il? C'est une opération qui est très complexe parce qu'il s'agit de mobiliser ce million d'hectares, identifier, disons, ses vocations. Est-ce qu'ils sont bons pour l'agriculture ou ils ne sont pas bons? Est-ce qu'ils sont dotés en facteurs de production ou ils ne sont pas dotés? Est-ce que nous avons les investisseurs capables de venir investir dans ces secteurs? Parce que cette opération de melkisation, il faut l'appeler comme ça, devra bénéficier d'abord aux ayants droit, ensuite aux investisseurs privés qui souhaitent investir dans ce secteur. Alors tout ça, c'est une opération très complexe comme je vous l'ai dit. D'abord, il y a une première opération qui est en train de se dérouler sous les auspices d'une agence américaine dans les régions du Gharb et de Marrakech. Mais ça, c'est une opération qui sera limitée à quelques 60 000 hectares. Maintenant, nous sommes en train de parler d'1 million d'hectares qui doit couvrir non seulement les terres irriguées, mais aussi les terres non irriguées qui sont situées dans le bourg ou dans le bourg favorable, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc cela s'appuie sur quoi? Sur un certain nombre de préalables. D'abord, il y a une révision des textes de loi. Il y a un travail d'assainissement de l'assiette foncière parce que l'assiette foncière des terres agricoles n'est pas tout à fait claire. Donc il fallait que le ministère de l'Intérieur fasse ce travail. Et c'est véritablement le grand chantier que le Maroc devra conduire d'ici les prochaines années pour justement donner ce levier que les Marocains devront utiliser de manière efficiente. D'ailleurs, l'efficience est un vœu du roi Mohamed VI parce qu'il en a parlé. Il y a une agence qui va venir contrôler et guider les investissements publics au niveau de l'économie. Et cela ne peut pas se faire sans des gens qui sont capables d'avoir justement une vision claire, une vision pragmatique pour donner le meilleur résultat de ce qui est investi. Donc, on est en présence d'une offre importante pour l'économie marocaine, pour l'agriculteur marocain, pour le citoyen marocain, qui soit ayant droit ou non ayant droit. L'essentiel, c'est de faire de l'agriculture ce levier de développement dont on a besoin. Alors le levier, il se fera comment? C'est par la création d'une classe moyenne. Quand on parle de terre collective, on parle d'appropriation de cette terre par des citoyens. Alors ce sera des jeunes, moins jeunes, mais le plus important, c'est il faut qu'on soit capable de créer cette classe moyenne au niveau du monde rural. Nous n'avons pas aujourd'hui de classe moyenne, nous avons que de la main-d'œuvre ou de gros investisseurs. Nous avons besoin d'une classe moyenne qui fasse l'intermédiation entre la richesse au niveau du sol et sa transformation par les circuits économiques. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut qu'on fasse attention à cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse le roi à parler dans son approche à la relance économique, parce qu'il y a des secteurs qu'on ne peut pas laisser mourir comme ça. Il faut les soutenir par par le biais de la caisse de compensation, par toutes les autres structures, et les soutenir pour qu'ils ne sombrent pas dans le défaitisme. Parce que la crise telle qu'elle nous est parvenue est une crise qui paralyse.
Absolument. Et justement, en parlant de soutien, il y a aussi l'un des points qui ont marqué ce discours à l'occasion de cette nouvelle rentrée parlementaire et celui de la couverture sociale généralisée. Je vous propose d'écouter et de suivre cet extrait du discours du souverain. إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي. Notre souci a toujours été que la dynamique de développement économique soit articulée à la promotion du secteur social, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Aussi avons-nous appelé à la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Ce projet national majeur, d'une nature inédite, se décline en 4 axes clés. Premièrement, étendre d'ici la fin 2022 au plus tard la couverture médicale obligatoire, de sorte que 22 millions de bénéficiaires additionnels accèdent à l'assurance maladie de base qui couvre les frais de soins, de médicaments, d'hospitalisation et de traitement. Deuxièmement, généraliser les allocations familiales qui bénéficieront ainsi à près de 7 millions d'enfants en âge de scolarité au profit de 3 millions de familles. Troisièmement, élargir la base d'adhérents au système de retraite en y incorporant environ 5 millions de Marocains parmi la population active non titulaire d'un droit à une pension. Quatrièmement, généraliser l'accès à l'indemnité pour perte d'emploi au profit des Marocains ayant un emploi régulier. À cette fin, nous appelons à une concertation élargie avec l'ensemble des partenaires et à la mise en place d'un pilotage innovant et efficace de ce projet sociétal dans la perspective de créer un organe unifié chargé de coordonner et de superviser les régimes de protection sociale. على انضمامه على أنظمة الحماية الاجتماعية. La généralisation de la couverture sociale, un projet, comme l'a dit le souverain, majeur et inédit. Naïm Kamal, un nouveau pacte, un nouveau contrat social, mais quid de son application? Pardonnez-moi, j'ai très mal entendu. Oui, bien sûr, je vous répète ma question. Alors, bien sûr, c'est un pacte social, un nouveau contrat social. Le souverain l'a défini comme un projet majeur, inédit, mais quid, Naïm Kamal, de son application? Quid, c'est bien le cas de le dire. Bah, écoutez, vous savez qu'on a déjà eu l'expérience AMO et plutôt l'expérience Raramed qui n'a pas été très efficiente. La crise sanitaire a mis à nu les défaillances dans ce secteur et on a vu beaucoup de citoyens, la grande majorité des Marocains, aux prises avec les problèmes de médication, de couverture sociale. Et là, on est devant, disons, le volet peut-être le plus important, le plus crucial dans ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire, c'est vraiment le levier qui peut assurer la paix sociale, la stabilité sociale, sur laquelle tout le reste, tout ce qui pourrait se faire sur le plan du développement, donc, quels que soient les secteurs, que ce soit le tourisme, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le secteur tertiaire, il est nécessaire que le citoyen se sente concerné, se sente protégé, se sente lui-même appartenir. Et c'est là où c'est important de vraiment mettre cette couverture à la portée de chaque citoyen ou, disons, de l'écrasante majorité des Marocains. Les chiffres ont été donnés par le souverain. On est dans les 22 millions de personnes, de bénéficiaires additionnels à cette couverture sociale. Ça ne va pas être facile, il ne faut pas se leurrer. C'est quelque chose de très difficile. On sait même que toutes ces dernières décennies, nous avons vécu sur une tonalité libérale au sens occidental du terme, au sens américain, où il faut un désengagement de l'État. Or, on n'est pas dans ces mêmes situations et on sait que, par exemple, l'Europe a toujours été en but avec les déficits dans ce domaine et à chaque fois, il y avait des conflits sociaux justement
pour préserver ce qu'on a connu depuis les années 70 du siècle dernier comme l'État-providence. Or, le Maroc arrive à cet État-providence après avoir engagé un processus, et c'est toute la difficulté, après avoir engagé un processus de désengagement de l'État avec le plan d'ajustement structurel. J'espère qu'on ne va pas y arriver un jour encore et que l'État soit obligé de se désengager, mais l'application, ça va demander le concours de tout le monde, l'implication du secteur privé, l'implication de l'État, mais aussi l'implication du citoyen. D'abord, pour mettre ce système de protection sociale à l'abri des manipulations, à l'abri on va dire, d'une certaine politique politicienne qui aurait tendance plutôt à vendre des slogans. Donc, le roi, il a été précis, il a été clair. Voilà ce que je voudrais dire, voilà ce que je veux, et je le veux. Par exemple, pour la généralisation de l'assurance maladie de base, qui concerne les traitements, les médicaments, les soins, je la veux pour avant 2022. C'est pas 2025, c'est pas 2030, c'est demain. Parce que 2022 est vu. Bien sûr, il va falloir revoir tout le secteur qui s'occupe de la sécurité sociale, qui s'occupe de la prévention sociale, la CNSS, la CNOPS. Nous avons un certain nombre d'algorithmes. Et celui de la santé aussi, d'ailleurs, le souverain l'a soulevé et l'a relevé dans son discours, Naïm Kamal. Il s'agit aussi de donner cette importance à ce secteur sanitaire, absolument. Oui, en premier, l'administration de la santé qui a peut-être aujourd'hui, vu l'urgence, vu la crise sanitaire, le plus besoin d'être, disons, optimisé dans son travail, rationalisé dans son action, pour qu'elle puisse répondre à cette attente royale, mais qui est une attente populaire, parce que là, on est dans une forme de convergence entre le sommet et la base vers quelque chose sans lequel ni ce qu'on peut engager dans le fonds spécial, ni ce qu'on peut engager comme initiative de développement, comme initiative de désengagement de cette crise économique qui a été imposée par le Covid-19, ne pourrait se faire si demain vous avez des citoyens mécontents, récalcitrants, peut-être revêches, peut-être rebelles. Tout cela, il va falloir procéder pour une bonne application, qu'on travaille, on va dire, dans l'intérêt bien compris de tous. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure pour parler, parce que le souverain y a fait allusion à la fin de son discours. Nous y arriverons. Nous y arriverons, Naïm Kamal. On partage les réussites. Alors justement, en partageant ses responsabilités, vous l'avez dit, il faut que le secteur privé prenne ses responsabilités, que l'État et que le citoyen aussi. Il y a ce quatrième axe en ce qui concerne ce chapitre de la généralisation de la couverture sociale par rapport à l'accès à l'indemnité pour perte d'emploi au profit des Marocains ayant un emploi régulier. Il y a urgence puisque plus d'1 million d'emplois seraient menacés de disparition en 2020. La moitié de la destruction de ces postes serait parmi les salariés, selon bien sûr les dernières prévisions officielles. Qui est à même de répondre, professeur Komat, à cette urgence? Oui, effectivement, en fait, il s'agit d'un volet dans lequel il y a deux dimensions. Il y a une dimension conjoncturelle et il y a une dimension structurelle. Le conjoncturel, c'est ce que nous vivons actuellement. Bien évidemment, les chiffres grimpent. Vous avez évoqué, aujourd'hui, on estime à peu près 305 000 personnes en perte d'emploi, dont pratiquement 70% au milieu urbain, plutôt urbain et 30% au milieu rural. Donc, la problématique est posée avec acuité dans les circonstances actuelles. Alors bien évidemment, l'État essaie de déployer des moyens, on l'a vu avec le fonds Covid, avec aujourd'hui, même après la fin de la période prévue pour soutenir les secteurs en difficulté en termes de prise en charge d'indemnités pour des personnes non employées ou sous-employées. Malgré cela, l'État a repris des initiatives pour soutenir un certain nombre de secteurs. C'est ce qu'il est en train de faire, notamment des secteurs en grande difficulté.
Mais en fait, au-delà du conjoncturel, cette question elle est posée d'une manière structurelle, donc c'est-à-dire dans l'avenir, il va falloir qu'il y ait un système qui préserve ou qui soutient en cas de perte d'emploi. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est tout d'abord, en fait, qui cadre avec la stratégie, les orientations royales dès le départ, c'est la concomitance entre le volet économique et le volet social. Sa Majesté l'a dit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas que de faire évoluer l'économie, mais il faut faire bénéficier en fait la totalité du peuple de l'amélioration et des résultats de la croissance économique. Et cela, on ne peut pas y arriver si nous avons un système social qui ne constitue pas un certain nombre de filets sociaux qui permettent de préserver des personnes en situation de précarité ou de perte d'emploi. Donc, c'est une décision stratégique, c'est une décision de fond, c'est une décision qui cadre parfaitement avec le pacte social, avec le projet social. Alors, maintenant, bien évidemment, le comment, effectivement, ce n'est pas évident, c'est un grand projet, mais ce qui est rassurant, c'est que le Maroc a un cap. Il a un cap, c'est vrai qu'il y a des perturbations, mais qui ne fait pas bouger le pays avec son souverain de ce cap qui a un objectif de développement global et intégré entre la dimension économique, la dimension sociale, la régionalisation, le développement de la formation professionnelle de la classe moyenne. C'est-à-dire que c'est vrai, nous sommes en difficulté, nous gérons le conjoncturel, les difficultés actuelles, nous préservons l'emploi, nous relançons l'activité économique, mais on ne dévie pas du cap qui est un cap de développement économique et social. Et bien sûr, la mise en place de cette politique de couverture sociale fait partie intégrante, sinon fondamentale, de ce projet de développement que veut le roi pour son pays. Et pour que ce projet réussisse, et d'ailleurs le souverain l'a bien souligné dans son discours, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance et les bonnes personnes au bon poste. Je vous propose de suivre cet extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. إن نجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد. Indépendamment de ses objectifs, la réussite de tout plan ou projet est tributaire de l'adoption des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes. À cet égard, les institutions de l'État et les entreprises publiques doivent montrer une attitude exemplaire et agir comme un levier de développement et non comme un frein. Étant donné l'importance stratégique de ces institutions, nous appelons à une redéfinition substantielle et équilibrée du secteur. Par ailleurs, notre souhait est que l'agence chargée de la supervision des participations de l'État et du suivi de leurs performances joue un rôle clé dans ce domaine. De fait, le succès du plan de relance économique et la mise en place d'un nouveau contrat social nécessitent une évolution réelle des mentalités et un véritable changement dans le niveau de performance des établissements publics. À cet effet, nous appelons le gouvernement à opérer une révision profonde des critères et des procédures de nomination au poste supérieur afin d'inciter les compétences nationales à intégrer la fonction publique et à la rendre in fine plus attractive. Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, faire face à cette crise sans précédent, relever les défis qui en découlent requiert une mobilisation nationale générale et la mutualisation de tous les efforts. Par conséquent, nous saisissons cet important rendez-vous constitutionnel pour exhorter l'ensemble des institutions et des forces vives de la nation et au premier chef, le Parlement, à se hisser au niveau des défis de la conjoncture actuelle et à répondre ainsi aux attentes des citoyens. En effet, dans le combat en faveur des intérêts de la patrie et des citoyens, il importe de rappeler que comme la responsabilité, le succès doit être partagé. Il est l'affaire de tous, de chacun de nous, où il n'est pas. Pour conclure, je suis persuadé qu'ensemble, unis dans le cadre national et solidaires à l'échelle sociale, nous saurons relever ce défi. Bonne gouvernance donc et compétences, et au moment où il y a polémique au sein même de l'hémicycle concernant certaines nominations. Driss Aissaoui, dans quel sens ce dernier discours impacterait les futures nominations aux postes, notamment stratégiques ? Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, c'est un discours qui se situe dans la continuité de la philosophie et de l'approche du roi Mohammed VI. Alors demain, on veut nommer des responsables de ces nouvelles structures. On a toujours appelé au maximum
à la clairvoyance, mais surtout à la nécessité de regarder où sont les compétences. Aujourd'hui, c'est un travail important. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, que ce soit l'investissement dans les terres collectives ou au niveau de la réforme du système de couverture sociale et médicale, il faut absolument qu'on puisse justement nommer les personnes qu'il faut à la place où il faut. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller travailler dans le secteur privé parce qu'ils ont plus de garanties, parce qu'ils sont assurés de faire ce qu'ils souhaitent faire. Alors, on veut avoir la même attirance dans le secteur public, de payer les moyens qu'il faut pour pouvoir attirer les meilleures compétences pour ces secteurs-là. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ces compétences pour qu'ils viennent s'investir et donner leur ingénierie à des secteurs qui sont très difficiles à conduire et très difficiles à réformer. Et c'est pour cela que personne ne pourra accepter que demain, on va nommer à une haute fonction quelqu'un qui n'a aucune expérience ou quelqu'un qui n'a aucune capacité de pouvoir imaginer. Parce qu'en fait, gouverner, c'est avoir justement ce sens de l'imagination, c'est avoir ce sens du risque. Il faut avoir cela. C'est comme un entrepreneur. Alors, si les gens n'ont pas ce goût du risque, n'ont pas ce goût d'aller de l'avant, vous ne pouvez pas espérer qu'avec ces gens-là, vous allez gouverner les affaires publiques de manière optimale. Et c'est ce qui est recherché par le roi dans son discours et dans ses appels incessants à vouloir avoir de la gouvernance, de la bonne gouvernance, mais surtout de la responsabilité. Quand on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, on s'attend à ce qu'il réponde de manière positive à cet axe disons, de confiance et de générosité que nous avons fait à son égard. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons des compétences, nous avons des personnes qui sont capables de faire des choses, mais il faut que l'État et les structures de l'État puissent être assez ouvertes, assez généreuses pour accueillir toutes ces richesses-là. Je m'adresse à présent à l'universitaire, au professeur Abdelatif Komat en tant que doyen, n'est-ce pas ? Comment, selon vous, attirer ces bonnes compétences vers le public ? Parce que, comme l'a si bien expliqué Drissa Issaoui, ils préfèrent aller vers le privé. Alors, comment, justement, les attirer vers les entreprises et institutions publiques ? Il faudrait tout d'abord, inciter et sensibiliser sur l'importance de l'implication dans le service public, parce que au-delà de ce qu'on peut avoir en termes de carrière, en termes d'objectifs personnels, lorsqu'on est dans le privé, lorsqu'on est dans le public, on se situe sur une dimension beaucoup plus nationale, beaucoup plus citoyenne, beaucoup plus intéressant les différentes parties prenantes d'une société. Et d'ailleurs, Sa Majesté insiste beaucoup sur la bonne gouvernance et non pas la bonne gestion. La bonne gouvernance, au-delà de l'efficacité organisationnelle interne, qui est l'administration que nous gérons, lorsqu'on fait de la bonne gouvernance, on touche les parties prenantes. Et surtout dans le service public, parce que la bonne gouvernance, ça veut dire qu'on prend en considération les intérêts du citoyen et puis que nous avons une dimension sociale, sociétale et environnementale. Et c'est pour cela qu'il faudrait imbiber ces personnes qui occupent ces responsabilités au niveau du service public de cette dimension de la gouvernance qui est fondamentale. Donc la deuxième chose, justement, pour attirer les compétences, c'est la dimension de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il faut mettre les bonnes personnes dans les bonnes places. Il faut également, aujourd'hui, il y a un passage, notamment par les partis politiques. Les différents postes, certains postes de responsabilité sont, je dirais, passent par des partis politiques. Il faut que les partis politiques attirent davantage de compétences. Là également, c'est un volet fondamental. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la dimension management des choses publiques
ou de la chose publique soit, je dirais, situé à un niveau de souci d'efficacité et d'efficience parfois supérieur même au privé. Malheureusement, on n'est pas dans cette situation où on lie l'efficacité, l'atteinte des objectifs beaucoup plus au privé qu'au public, alors que, en principe, ça devrait être, je dirais, le contraire, parce que le public, il a une dimension beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, et puis, bien sûr, il touche en fait la société dans son intégralité. Et c'est pour cela que Sa Majesté insiste beaucoup sur justement la gouvernance des entreprises publiques, ou tout ce qui est établissement public, parce que l'État marocain, et d'ailleurs on l'a vu avec les 15 milliards de dirhams, mais également pas seulement cela, il y a aujourd'hui dans la loi de finances rectificative 184 milliards de dirhams d'investissement public. Ce qu'il faudrait, c'est la rentabilité de cet investissement public. C'est le déficit, en fait, c'est en termes de rendement de cet investissement public, et qui passerait par la bonne gouvernance et passerait par les compétences. Et l'enjeu, il est fondamental pour que le secteur public puisse attirer davantage de compétences, parce que c'est un enjeu de premier plan. Et c'est un enjeu de confiance aussi. Et puisque vous avez évoqué la responsabilité notamment vers le citoyen, dans le chapitre reddition des comptes et cette bonne gouvernance, le souverain donc a appelé les députés à dresser le bilan. Rappelons que c'est le début d'une année parlementaire, à dresser le bilan de l'action qu'ils soumettront aux électeurs à la veille de cette année électorale. Naïm Kamal, que pouvez-vous nous dire d'emblée sur ce bilan de nos députés ? Écoutez, sur la reddition des comptes. Sur ce bilan et en effet sur cette question de reddition des comptes et de porter la responsabilité de ces actes. Non, vous savez oui, mais c'est-à-dire, il est de bon temps de tomber sur le Parlement et les parlementaires pour dire qu'ils ne font rien. Et c'est vrai que sans vraiment succomber dans le populisme ambiant, c'est de dire que on n'est pas en présence d'un Parlement qui reflète effectivement une envie de vraiment travailler dans l'intérêt et dans le sens du développement ou de l'intérêt du citoyen. On le voit, on est en pleine effervescence électorale. Même, on sait qu'on est à la dernière année législative, la dernière législation de ce Parlement, et que probablement, sauf cas de force majeure, on aura des élections en 2021. Et ce qui semble essentiellement préoccuper le plus aujourd'hui le débat politique à travers l'instance parlementaire, mais également à travers les partis politiques, c'est le quotient électoral, c'est le mode de scrutin, c'est est-ce qu'on va me donner tant de députés, est-ce que je vais avoir tant de choses. Donc, à partir de là, on a envie de dire que pour ce qui concerne la réédition des comptes, on ne va pas parler globalement du travail législatif parce qu'il faudrait réserver une émission spéciale pour ça, et on ne va pas dire qu'il est néant ou qu'il n'a rien fait durant ces 5 années. Il y a eu des choses positives, il y a eu des choses peut-être un peu plus importantes, négatives. Pour la réédition des comptes, je vais donner un exemple très simple. C'est la lutte contre la corruption, et la loi a des difficultés à passer au niveau du Parlement, et on a vu même un parti politique monter au créneau pour dire que il ne faut pas vérifier l'origine des richesses acquises, c'est-à-dire cela n'a pas à se faire. L'enrichissement n'a pas à se faire. Et donc, à partir de là, on peut dire que sur ce point précis, la réédition des comptes, le bilan est quasi nul. Quasi nul, mais c'est aussi quelque chose de très difficile. Ce n'est pas évident de faire changer une société, de la faire évoluer. D'ailleurs, quand le souverain évoque, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, la réforme de l'administration, la rationalisation et l'optimisation des entreprises publiques, pour que l'investissement soit à véritable valeur ajoutée,
lui-même semble ne pas se faire beaucoup d'illusions, puisqu'il a été contraint de faire une agence à côté de supervision des investissements et du travail de ces entreprises et de cette administration. C'est-à-dire, en attendant, et il le dit dans son discours, en attendant que les mentalités évoluent, que les comportements changent, il se dote d'outils pour tirer le maximum de ce qui peut être tiré de cette administration. Mais on va dire que tout est à l'image de tout. Et on revient à cet ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas un seul responsable, il y a des responsables. Évidemment, on sait que dans beaucoup de secteurs, les responsables, les chargés, vivent sur le dos de l'habitant, et c'est problématique. Si on n'arrive pas à régler, si on n'arrive pas vraiment à réguler et à juguler cet état de choses, il va être difficile vraiment même si on attire les compétences. Oui. Même si on ne fait pas comme on a fait avec l'agence de l'électricité en donnant à des postes bien rémunérés à des amis et à des partisans. Même si on fait tout cela, si on n'arrive pas à juguler les mauvais comportements, les comportements parasitaires qui freinent des quatre fers la réforme de l'administration et de l'entreprise publique et de l'investissement au Maroc, ça va être difficile. Mais il y a un adage qui dit « Médisez, il en restera toujours quelque chose ». Moi, je dirais « Parlez, il en restera toujours quelque chose ». Parlez de la corruption, parlez de la réédition des comptes, ça finira un jour par prendre. Et il y a un an, presque jour pour jour, c'était le 11 octobre 2019, je cite le souverain dans le discours prononcé alors. Cette étape doit aussi se caractériser par le souci de transcender les vaines querelles et d'enrayer toute perte de temps et d'énergie. Ces chantiers prioritaires sont l'opérationnalisation des réformes, le suivi des décisions, la réalisation des projets. Fin de citation. Et cette année, le souverain conclut son discours avec ces mots. La responsabilité, le succès doit être partagé. Il est l'affaire de tous, de chacun de nous, ou il n'est pas. Fin de citation. Le message est à nouveau clair. Une réaction est, s'il vous plaît, courte, messieurs. Je commencerai par Drissa Issaoui. Alors, il ne pouvait pas ne pas aboutir à cette conclusion pour dire que si nous réussissons, on va le faire ensemble. Si on ne réussit pas, c'est-à-dire que nous avons échoué ensemble. Donc, cette solidarité active qui doit être le moteur de nos engagements est une nécessité pour tous les Marocains, qu'ils soient politiques ou non politiques dans la société civile, est une responsabilité collective et nous devons ensemble travailler pour faire aboutir ces projets et tous les projets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit la réforme de l'administration ou la gouvernance dans son meilleur état que nous imaginons pour ce pays-là. Très bien. Professeur Komat. Effectivement, c'est sur la ligne des orientations royales depuis toujours. Il a évoqué dans l'un de ses derniers discours qu'il ne serait pas tranquille si tout le peuple ne bénéficie pas de la croissance, du développement de notre pays. Donc il y a ce souci de partage, d'implication et de solidarité. Bien évidemment, cela est encore vrai aujourd'hui parce que nous sommes dans une période difficile et on a besoin de plus de solidarité. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau même des orientations. Par exemple, le clivage public-privé. Aujourd'hui, on parle de partenariat public-privé. Lorsqu'on parle du secteur bancaire, aujourd'hui, le secteur bancaire doit faire des sacrifices pour justement offrir des moyens à des conditions favorables. Oui. Tout le monde doit faire un effort. C'est un projet sociétal, c'est un projet global. Tout le monde doit y participer parce que l'enjeu est un enjeu de développement d'un pays sous la conduite de son roi et ça doit être l'affaire de tout le monde. Naïm Kamal, en quelques mots, justement, en réaction à cette chute de ce discours royal aujourd'hui. Je dirais tout simplement que ça veut dire qu'on est tous dans la même galère et que tous, autant que nous sommes,
sommes responsables autant des succès que des échecs. Il n'y a pas un qui est responsable et un autre qui ne l'est pas. Et une autre façon de dire, vous savez, si tout va bien, ça ira bien pour tout le monde. Et si ça va mal, ça ira mal pour tout le monde. Et donc, à partir de là, vogue la galère. Très bien. Merci beaucoup, professeur Komat, Naïm Kamal et Driss Issaoui, de nous avoir accompagnés, d'avoir commenté, n'est-ce pas, cette rentrée politique. Merci beaucoup. Voilà donc circonstance exceptionnelle, discours exceptionnel. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné le ton à cette rentrée politique, invité les parlementaires et tous les acteurs d'accélérer la cadence, la relance économique en priorité, en ville comme dans nos campagnes. La généralisation de la protection sociale, tel est le schéma tracé par le souverain. C'est dire que les enjeux, comme le disaient nos spécialistes, sont de taille et les détails ne sont pas à négliger. Bonne soirée à tous.